Salut Alain, Salut Adrien. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. J'ai pensé à toi parce que donc Alain, tu es le fondateur et le professeur principal de Movement Practice Paris, qui est l'un des principaux groupes, voire même le premier groupe de mouvement à Paris. Bonjour et bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast de l'embodiment et du travail somatique. Je m'appelle Adrien Mater, je suis spécialiste du mouvement en pleine conscience et facilitateur somatique. Mon travail consiste à relier le corps et l'esprit pour améliorer la qualité de vie et la qualité de relation. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur somaticmind.net ou sur Instagram somaticmind_practice. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi dans La Tête aux Pieds pour explorer des thématiques qui redonnent au corps sa juste place dans nos vies et dans nos sociétés. Seul ou avec mes invités, je vous donne des clés pour mieux vivre avec vous-même, avec les autres et dans le monde. Pour soutenir La Tête aux Pieds, vous pouvez en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux et faire un don sur Patreon, le lien est dans la description. Merci pour votre soutien et à très vite. Bonne écoute. C'est bien ça? Le premier à Paris et je crois l'un des premiers en France, peut-être même le deuxième. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on est installé. Et donc, tu as un rôle assez historique dans l'évolution de la pratique et de l'activité physique en France parce que le mouvement, tu vas nous expliquer dans une seconde ce que c'est selon toi. Et j'ai trouvé que au-delà de ça, tu avais une démarche, l'évolution de ton enseignement, elle suit ton évolution personnelle. Et je trouve ça intéressant parce que ça te fait changer aussi de point de vue à mesure que toi, tu évolues sur ce que tu as envie d'enseigner et de pratiquer. Tu es également ceinture violette de jiu-jitsu brésilien depuis peu, donc félicitations. Tu t'entraînes Merci. à la MK Team qui m'a l'air d'être un lieu fort intéressant et Ouais, c'est où il y vrai. a beaucoup Un de... super club. Un super club, donc on les salue au passage, et qui attire beaucoup de pratiquants de qualité. Donc voilà, ça c'est un autre aspect. Et puis tu as ta vie personnelle, ta vie de famille, une évolution sur laquelle on reviendra aussi, qui est nourrie par ta pratique du mouvement. Ouais. Donc tout un tas d'éléments qui m'ont donné envie de discuter avec toi. Merci, on va en parler. J'ai un peu l'impression que ça va être comme une thérapie parce que je suis vraiment dans cette phase de transformation et je sens que c'est une fin de cycle Ok. avec un renouveau, donc un nouveau cycle. Et ouais, ça peut être intéressant et ça peut aussi me permettre peut-être de trouver des directions et moi-même avoir des réponses à des questions que je me pose. On pose des jalons, mais souvent c'est comme ça, hein, c'est en discutant un peu, hop, moi je me rends compte de trucs ou je prends conscience de choses qui n'étaient pas évidentes avant, mais ça va émerger petit à petit. Alors, est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est que le mouvement? Parce que, donc, ok, là je suis en train de faire des mouvements par exemple, mais qu'est-ce Ouais. que c'est la pratique du mouvement? Sur difficile à définir parce que si on donne une définition qui est fermée, on va exclure d'autres pratiques. Il y en a, c'est pas chaque prof a un peu sa définition. Donc moi, je donnerais plutôt la mienne qui a évolué au fil du temps, mais je vais donner celle que je vois aujourd'hui et que je m'applique à moi-même. C'est une pratique généraliste. On s'intéresse à tout dans le but de vieillir le mieux possible, donc vraiment de vieillir jeune. Et pour ça, on utilise des outils et un outil, en tout cas une idée que j'aime bien utiliser, c'est celle que j'aime m'appliquer, c'est créer une littératie de mouvements, des référentiels de mouvements. Donc de la même manière que l'on a des concepts et des idées de l'esprit qu'on emmagasine et qu'on peut ressortir lorsque l'on a affaire à, je sais pas, un concept mathématique, lorsqu'on regarde notre ticket de caisse et qu'on veut contester, ou notre code de la route. Donc on a cette littératie d'idées et de connaissances, et c'est la même chose avec le corps. Donc on sait rouler, on sait tenir sur les mains, on sait marcher en équilibre sur un rail, on sait danser, on apprend à sentir notre corps. Si je me lève ce matin et que je sens quelque chose à mon poignet, je le sens, en fait, j'en ai conscience et je me dis j'ai des outils aussi pour régler, pour gérer. Voilà.
Ok. C'est un peu comme ça que je le vois aujourd'hui. Littératie, c'est comme une sorte de répertoire d'aptitudes ou de connaissances que tu peux utiliser, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment une bibliothèque de mouvements, un référentiel dans lequel je plonge lorsque j'en ai besoin, sans jamais aller trop loin. Je veux pas qu'on soit spécialiste d'une de ces disciplines-là, sauf si on a une passion particulière, comme moi je peux avoir avec la lutte, par exemple le jiu-jitsu brésilien. Mais sinon, on reste vraiment un maximum de références et si on a besoin et si on a envie, on peut y aller. Comme les maths, on a des bases en maths et on va pas chercher plus loin. Et, Ouais. On n'est pas obligé de devenir mathématicien. Non, voilà. Mais justement, là, tu as parlé du fait en ouverture que tu sois généraliste. Et donc, est-ce que tu peux expliquer ce que ce serait la différence justement entre l'approche généraliste et l'approche spécialiste? L'approche spécialiste, ce serait ne faire que ça, qu'un seul type de mouvement et du lundi au dimanche, aller chercher que cette discipline-là. Être obsédé par ça et ne faire que ça, bon, sans être obsédé, mais en tout cas, se consacrer qu'à ça et voilà, et d'avoir des œillères et ne regarder que ça. Okay. À l'inverse, le généraliste, il va être intéressé par tout. Un peu de tout, à bonne dose. Parfois, il aura des périodes, on peut pas tout faire, mais il y aura des périodes de vie, peut-être sur 3 ans, il va s'intéresser au monde acrobatique, de la méditation, de la respiration et de la nage. Et après ce cycle, il entre dans un autre cycle, mais il nourrit à chaque fois son référentiel de mouvement. Ok. Donc il y a une recherche, on a pu déjà l'évoquer dans la tête aux pieds, mais qui est plutôt liée à la transversalité, du coup, donc de chercher des qualités qui soient transversales et transférables d'une discipline à l'autre, en fait, ou ce que tu fais dans la méditation, dans la respiration, la nage, la danse. En fait, toi, tu as une recherche continue. C'est pas de picorer, tu fais pas 3 ans de ci, 3 ans de ça. C'est pas une continuité, quoi. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a vraiment une continuité et il y a des aptitudes que je développe avec certains apprentissages que je peux retrouver et appliquer dans d'autres. Un autre aspect aussi que je vois intéressant et que je ressens de plus en plus en prenant de l'âge, c'est que cette diversité a pour effet de moins me blesser. Et peut-être que c'est parce que je me renforce différemment aussi en ayant beaucoup de disciplines à un degré bas, voire moyen, mais jamais trop élevé. Donc oui, je vois aussi de l'intérêt dans cette généralité de pratique. Donc, ça préserve le corps d'une certaine façon en évitant qu'il soit trop spécialisé, donc de faire toujours les mêmes mouvements de la même façon, ça crée une sorte de fragilité. Donc, tu es plus adaptable. Et tu parlais du fait que toi, en parallèle de ce parcours un peu généraliste, tu as quand même une petite orientation, une petite spécialité qui te plaît plus. Donc, tu parlais du jiu-jitsu brésilien. Est-ce que toi, tu sens les bienfaits de cette pratique plutôt généraliste quand tu vas t'entraîner dans ce cadre spécifique du jiu-jitsu brésilien? Ah, mais totalement. Une idée que j'avais en fait qui se concrétise. Avant, je fais beaucoup de fitness et donc je faisais beaucoup de squats. Je sentais en fait que même si je pouvais soulever lourd, mes genoux étaient douloureux du matin au soir et je devais passer peut-être 20 minutes à m'échauffer pour pouvoir réaliser des squats. Certes, ils étaient lourds, mais à quoi bon si je pouvais pas me baisser pour prendre un dossier quand j'avais mon travail de bureau. Et je me suis dit en fait la variabilité dans la pratique a pour effet de renforcer le corps et aussi prévenir les blessures. Et je le vois dans ma pratique spécialisée. C'est une pratique un peu passion, donc je la décorrèle un peu de la pratique de mouvement, même si elle y est attachée. Ma pratique de mouvement m'aide directement dans ma pratique de jiu-jitsu. Elle m'aide parce que je comprends mieux mon corps. J'apprends par ma pratique de mouvement à déplacer mon corps au sol, qui est un peu la pratique qu'on a au jiu-jitsu. J'apprends à déplacer aussi le corps d'autres personnes au sol. Je trouve des configurations. Donc, j'ai nourri aussi mon corps de différentes configurations que j'arrive à appliquer au jiu-jitsu. Et en dehors du jiu-jitsu, quand je sens mon corps trop rigide, avec des tensions, avec des douleurs, j'arrive à le relâcher parce que j'ai aussi cette connaissance qui vient de différentes pratiques. Le tai chi, le fighting monkey qu'on a pu voir avec les pratiques de zéro forme que je pratique beaucoup plus aujourd'hui aussi parce que j'ai envie d'avoir un corps qui soit capable de durer dans la pratique du grappling et dans la pratique en général avec mon corps. Et donc oui, je pense que ça aide et c'est même je vois ça comme un facteur de longévité. À côté d'une pratique qui peut être spécialisée, avoir une pratique généraliste juste pour diluer un peu les effets de la spécialisation et se sentir bien. Parce que effectivement là, c'était intéressant ce que tu as évoqué.
une des limites de la spécialité, c'était que tu soulevais combien quand tu soulevais très lourd en squat? J'ai atteint 200 kilos au back squat. Ok, donc bravo. Mais si effectivement, à côté de ça, t'étais pas capable de te baisser pour ramasser un truc, il y a une contradiction que moi j'ai pu vivre dans d'autres contextes aussi, entre la pratique que tu fais intensément et le reste de ta vie où en fait, il n'y a pas vraiment de corrélation, voire même la pratique, la spécialité, elle est délétère pour le quotidien. Donc, il y a une sorte de contradiction, en tout cas pour la longévité, qui est un souci. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et donc là, pour l'histoire des 200 kilos, c'est une barre un peu que tout le monde a envie d'atteindre dans le fitness ou dans le CrossFit. Et je me souviens que le lendemain, après l'avoir atteint, je devais faisais mon petit déjeuner et j'avais mal au genou pour aller chercher des assiettes. Pour courir, récupérer le bus, pareil, en fait, je me sentais lourd. En fait, ma pratique de fitness ne m'aidait pas dans mon quotidien. Et c'est là où je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais pas dans la bonne direction, j'ai des douleurs, c'est pas normal. J'avais des espèces de spasmes la nuit, je pense que j'attaquais trop mon système nerveux avec tout ce que je faisais. Et pourtant, on nous vendait ça comme le bien-être, hein, qu'on voit sur les affiches publicitaires, on dit fais du sport, sois en forme. Et j'étais tombé dans l'autre extrême. Et c'est là où je me suis dit non, faut vraiment que je revoie un peu ma pratique. Et j'ai commencé à chercher autre chose. Mais avant cette transition, qu'est-ce qui te motivait justement à faire cette pratique de fitness ou de musculation? Qu'est-ce que tu allais chercher derrière le fait de soulever cette barre à 200 kilos? Alors, après avoir réfléchi, parce que c'est une question aussi que je me posais, parce que je me suis infligé des choses, aujourd'hui je les sens encore dans mon corps, c'est que j'avais une vie en fait de bureau, j'étais avocat, donc je travaillais beaucoup, de 9h presque du matin jusqu'à 21h, 22h. Et ce moment de sport que je m'offrais, c'était vraiment le seul exutoire que j'avais, et je le faisais le matin. Donc je pense que j'étais rentré un peu dans un mode de pilote automatique à simplement faire. Tu vas dans une salle, tu vois les mêmes personnes et il y a une émulation qui se crée et on s'entraîne ensemble sans vraiment se poser de questions. Et je soulevais des charges, j'étais fort, je courais vite, mais je m'étais jamais interrogé sur est-ce que c'est ce que je veux vraiment et est-ce que c'est ce que mon corps a envie également. Et j'ai commencé à sentir les effets après quelques années, les spasmes, les douleurs. Je me suis dit non, en fait, c'est pas du tout la bonne direction. Et j'avais plus de 30 ans et je me sentais je me dis, mais est-ce que j'ai déjà de l'arthrose? Non, en fait, c'était juste de la surutilisation. Surcharge. Ouais, et j'ai vraiment dû tout repenser. Et ça a été dur lorsque, après 7 années pratiquement au quotidien de CrossFit, on se dit, OK, c'est pas la direction que je voulais. Comment changer? Et donc là, il y avait tout un process intellectuel à avoir. Ça a pris du temps et mes différents mentors m'ont aidé à le faire. Je prends quelques instants pour vous parler de M le Sommet. M le Sommet, c'est le seul sommet francophone en ligne sur l'embodiment et le travail somatique. Du 16 au 19 octobre 2025, retrouvez les plus grands spécialistes mondiaux et français du travail du corps en conscience pour 4 jours où il y aura des conférences, des tables rondes et des temps de pratique. Au programme, il y aura des neurosciences, du yoga somatique, du body-mind centering, des explorations pilates, du fighting monkey et beaucoup d'autres choses encore. Si vous ne pouvez pas assister à tous les lives, pas de problème, tout est en replay. N'hésitez pas à vous rendre sur m-sommet.com pour consulter le planning et pour vous inscrire. Profitez-en parce que jusqu'au 31 août, vous bénéficiez du tarif Early Bird, soit 129 € pour les 4 jours au lieu de 189 €. Rejoignez-nous. Mais justement, alors, est-ce que tu peux en dire plus sur ce processus? Ce processus-là, il a commencé alors que j'étais encore dans le fitness, dans le CrossFit, et j'avais trouvé des articles d'Ido Portal sur son blog, donc j'avais commencé un peu à pratiquer, mais mon corps était tellement rigide que j'arrivais pas à me mettre en pont. J'étais trop lourd sur les mains pour faire des inversions. Je faisais presque 100 kilos. Et je me suis dit bon, je vais peut-être le contacter, mais je trouvais ça trop cher. C'était $1 000 pour 3 mois. Et bon, en France, on n'a pas cette culture de payer. On passe par le milieu associatif, mais bon. Et vraiment, quand j'en ai eu marre, je me suis dit ok, je paye et je commence. Est-ce que tu peux resituer qui est Ido Portal? Ido Portal, c'est un professeur de mouvement, et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est lui qui a conceptualisé la discipline du mouvement en cherchant dans différentes disciplines quels étaient les traits communs à toutes ces disciplines-là pour en extraire un peu les grands principes, et de là créer une pratique qui a évolué d'ailleurs depuis qu'il a commencé, parce que maintenant il fait beaucoup de pratiques somatiques, énormément même.
La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il expliquait comment faire un handstand en sentant le corps. Donc, tu vois, le faire sans effort, même les push-ups. Donc, ça, il s'inspire de certaines méthodes du Systema et c'est vraiment devenu intéressant. Peut-être aussi parce qu'il vieillit. Bref. Et le Portal a conceptualisé cette approche-là. Lui, il est parti de la capoeira là-bas, c'est ça? C'était ça, Lui, c'est un capoeiriste et il voulait sans arrêt apprendre de nouvelles choses. Donc, il s'est mis à l'haltérophilie, à la calisthénie, les équilibres sur les mains. Et puis après, son parcours l'a amené à voyager et à chercher d'autres professeurs pour étendre son répertoire de connaissances jusqu'à ce qu'il pose le mot mouvement et qu'il commence à le faire connaître. Et ses premières vidéos, c'est sur YouTube, c'est lui qu'on voit bouger d'une manière très fluide, avec énormément de contrôle, très précis, des mouvements qui sont très beaux. Et il nous dit liberté de mouvement. Et on se dit waouh, c'est vrai. Et en plus, cette époque-là, il était très musclé, donc on avait cet aspect très esthétique. Et on se disait ok, c'est peut-être quelque chose. Un corps en bonne santé, c'est ça, un corps qui est beau et qui bouge beau. Et voilà. Et donc, il y avait déjà un aspect de mobilité, de liberté qui ajoutait quelque chose à simplement la dimension esthétique et force. Et il y avait des messages aussi. Lorsque je lisais ces posts à l'époque, je comprenais pas trop. Ça me paraissait loin de mon univers, mais j'étais quand même attiré. J'avais envie. Donc je suis allé voir. J'ai commencé avec le online avec lui. Et pendant quelques années, j'ai suivi le online. J'ai bien progressé, mais c'était toujours des exercices à faire. J'avais pas accès à la connaissance théorique, au principe qui sous-tendait la pratique. Donc, j'ai quand même décidé d'aller le rencontrer. Et j'ai passé une semaine avec lui à Berlin dans un petit groupe de 5 personnes et ça a été une semaine de transformation et c'était c'était vraiment enrichissant. Moi, ça a changé ma vie parce qu'après, je suis plus retourné dans un bureau et quelques mois après, j'ai créé Movement Practice Paris. Ok. Et de là, c'est parti. Et qu'est-ce qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui était transformateur dans cette semaine qui a fait que t'as vraiment changé de vie? Franchement, je pense pas qu'il y ait eu un moment en particulier. Je crois que ça a vraiment été toute la semaine qui a été très intense. Et j'ai pas de moment particulier, mais je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit ok, je veux créer mon groupe. Et je l'ai pas fait tout de suite. J'ai dû attendre quelques mois de le recroiser à Lisbonne pour qu'ils me disent crée un groupe. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. D'accord. Et voilà. Et je me souviens que c'était en août que je l'avais vu. En septembre, j'avais trouvé un travail à la Défense et je suis pas allé et j'avais lancé mon groupe et là, ça a commencé et j'ai pas eu tout regretté. L'entrepreneuriat a commencé et ma carrière de prof de mouvement aussi a commencé. Adieu les dossiers. Adieu, ouais. Ok. Et donc, comment t'as structuré? Parce que, donc, effectivement, là, jusque-là, ce que tu nous disais, c'est que t'étais pratiquant et t'es devenu, donc, enseignant et même responsable d'un groupe. Comment tu as structuré ton enseignement et comment tu as réussi à composer entre ta recherche personnelle, ta pratique et le fait que maintenant tu devais donner les cours? Pendant très longtemps, j'ai suivi la méthode Ido Portal. Donc j'avais des années de pratique avec lui en ligne que je pouvais transmettre et puis j'avais passé une semaine avec lui, des journées très longues. On pratiquait toute la journée, donc je voyais comment est-ce qu'il structurait ces sessions et je me suis juste inspiré de ce qu'il avait fait et il avait dit et ça m'était resté que on commence avec la partie la plus importante du corps, la colonne, et donc là tous les cours commencent par un travail de colonne et ça c'est resté par exemple, et plein d'autres petites choses que je réserve pour les cours. Mais est-ce que toi tu peux expliquer un petit peu, parce que t'as un planning hebdomadaire, c'est quoi les blocs en gros, sans livrer trop les détails, mais alors aujourd'hui, moi, la pratique, elle a évolué. Avant, j'étais très inspiré d'Ido Portal. Après, et ça ressemblait à quoi? C'est un truc typique Alors, avant, je structurais pas les cours en particulier. J'avais pas de cursus que je suivais de trimestre en trimestre ou de semestre en semestre. C'est plus selon les personnes qui étaient là et mon envie. Donc, on commençait toujours par la colonne vertébrale. Et en fonction de l'énergie du groupe, je pouvais proposer soit des tâches de travail organique, soit des jeux avec partenaires, soit de la locomotion, soit du handstand. Mais tout était un peu mélangé et surtout, je proposais qu'un seul cours par semaine. Après, j'ai eu d'autres professeurs. J'ai eu Marcello Paluzzo, j'ai eu les Fighting Monkey. Et j'ai commencé un peu à structurer. Donc là, on a différents blocs. On a des cours qui vont être vraiment exploration du mouvement, avec des choses un peu plus libres, des jeux avec partenaires. Des cours qui sont un peu plus longs,
Mais même on suit quand même un cursus, par contre, cette fois-ci, à chaque fois de 3 mois avec un point de départ et une arrivée pour apprendre des compétences en particulier et avoir un sujet d'étude, juste simplement être immergé dans quelque chose pendant une période de temps donnée. On a des cours qui sont, eux, de spécialité, comme l'équilibre sur les mains, qu'on mixe avec la mobilité. On a un cours qui est de préparation physique, où le but, c'est vraiment de créer un corps capable. Donc, on emprunte de différentes disciplines, de la force, de la mobilité, et on fait un mix pour juste bouger le corps, soulever, tirer, ce genre de choses. Donc là, c'est plutôt avec des charges additionnelles, c'est ça? On peut avoir des charges additionnelles, on peut ne pas avoir de charges additionnelles. On peut aller faire des tractions sur un mur, par exemple, plutôt que de les faire en salle. Et on a un cours qui est dédié à la pratique environnementale. C'est utiliser notre environnement, ce qui nous entoure, comme outil de pratique, avec comme idée majeure de sortir des salles de sport, changer nos lunettes et se dire que l'espace urbain est aussi un outil de pratique. On peut se le réapproprier. Un mur n'est pas un immeuble un meuble qui vient délimiter 2 espaces. C'est un outil que l'on peut utiliser quand on nous l'autorise. Parce que parfois on se fait un peu grondé. Mais voilà, parfois il y a un mur, on se dit, OK, on peut faire des tractions sur un mur. On peut faire plein de choses, on peut se déplacer. Donc oui, j'allais dire que ça ressemble à du parcours, mais en fait, c'est pas que ça, là. C'est plutôt du street workout. Non, ça peut être de l'alpa. On emprunte des pratiques, des mouvements qui viennent de l'alpinisme, par exemple, du street workout, du parcours, et ou même des choses qui nous sont inspirées par ce que l'on fait, et on les applique à un mur ou à un rail ou à des escaliers. On détourne des jeux d'enfants. Par exemple, on a une marelle un peu plus sophistiquée qui nous permet de travailler le lightness skill. Donc, on joue avec un système de saut, de contraintes avec partenaires pour retrouver un peu cette qualité élastique qu'ont les enfants, mais pour les adultes. Ok, oui, cette notion de détournement, effectivement, elle est plus juste que de dire, ah oui, on s'est inspiré du parcours, ou effectivement, n'importe quel outil peut être mis à ton service et en fonction des objectifs que vous recherchez, quoi. Exactement. Et on reçoit souvent des messages. Donc, lorsque je fais des démonstrations sur Instagram d'acrobatie, on me dit capoeira. Et j'ai envie de leur dire, bah, peut-être, mais en tout cas, nous, l'objet, c'est simplement de travailler notre coordination en étant inversé. Et c'est un outil qu'on prend. Ouais. Donc, inversé, c'est quand tu es en appui sur les mains. Ok. Et on joue sur notre coordination. Et donc là, on revient à cette idée de généraliste plutôt que spécialiste, que c'est pas finalement le but de bien faire les équilibres ou de bien faire le mouvement qui ressemble à du parcours ou d'autres choses, mais comme d'aller capter l'essence de ça, de retirer les bienfaits de ces mouvements au service des objectifs, des besoins, des envies, en fait. Oui, ça peut être ça, ou simplement, même sans aller chercher des objectifs en particulier, simplement bouger différemment, rajouter de la variété. Lundi, on va se suspendre à un mur. Mardi, on va faire de l'équilibre sur un rail, et mercredi, on va simplement méditer et peut-être écrire ce que l'on ressent. Et vendredi, on va peut-être juste soulever des charges ou se battre, faire des jeux d'opposition avec partenaires. Et cette variété nous fait du bien. On sort en plus de toute performance. Donc, on va pas compter nos charges, on va pas compter le nombre de reps, on va pas chercher une forme en particulier. On va juste essayer de se sentir bien. De dire, OK, j'ai accompli quelque chose, ça me fait du bien. Et si on veut mettre plus de poids, compter nos reps, c'est possible aussi. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur juste se faire du bien. Ok. Tu as mentionné d'autres profs que Ido Portal, donc juste un mot, moi c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler, j'ai jamais pratiqué avec lui, mais Ido Portal, donc il a eu un rôle assez important, parce qu'effectivement, moi de ce que je connais, c'est lui qui a démocratisé cette idée de recherche de mouvement, même s'il y a eu d'autres gens avant et qu'il y en a eu d'autres après. Il a vraiment été, il a eu un rôle assez central. Mais tu parlais aussi de Marcelo Palozzo. Est-ce que tu peux dire un mot sur qui c'est et ce qu'il propose de différent, par exemple, simplement pour qu'on apprenne à mieux connaître cet univers? Marcelo Palozzo, c'est un prof de mouvement qui a été très proche d'Ido Portal pendant plusieurs années, et ensuite il a lancé son courant de pratique de mouvement, et c'était au début essentiellement tourné vers la pratique environnementale, donc détourner les objets de notre environnement urbain pour pratiquer. Et il revient à des choses qui ressemblent un peu à ce que fait Ido, des acrobaties, des équilibres,
Voilà, c'est une autre approche du mouvement, mais les pratiques se Ok. ressemblent. Et tu parlais aussi de Fighting Monkey, donc dont on a déjà parlé dans la tête aux pieds, mais c'est quoi ton expérience de Fighting Monkey? Avec Fighting Monkey, j'ai fait le mentorship comme Mhm. toi. Moi, c'était pendant le confinement. Et ce qui m'a beaucoup plu, au-delà, sans parler des pratiques vraiment, c'était toutes les idées qui sous-tendaient la pratique. Et justement, cette idée d'objectif, de pratiquer pour se faire du bien, ça vient de là, le zéro forme aussi, Ouais. vraiment faire un reset de son corps. C'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. Je comprenais pas trop au début lorsqu'ils me disaient peu importe la pratique que tu fais tant que tu appliques nos principes, mais c'est venu un peu plus tard, donc à la fin du mentorat avec eux, je me suis dit ah ouais, effectivement il y a beaucoup de choses qui sont passées comme par exemple mon envie pendant longtemps après ce mentorat d'aller pratiquer dehors. Il y avait cette phrase de Joseph qui est restée, c'est comment est-ce que tu penses, attends, c'était comment est-ce que tu t'entraînes dans une salle avec des murs à 90 degrés? Tu vois? Et c'était pour dire: «Bah, ouais, bah, tu penses, comme ta salle avec des angles Avec les morts». angles, ouais. Et en fait, non, et effectivement, quand je suis dans une salle, je me sens limité, alors qu'en Mhm. extérieur, j'ai l'impression qu'il y a aucune limite, et ça m'a beaucoup aidé. Je viens du CrossFit où on s'entraîne dans une salle avec un équipement donné, avec, Oui. il faut que ce soit d'une certaine marque, et aller en extérieur, c'était un peu difficile. Je l'ai fait avec Ido, mais j'aimais bien quand même, ouais, le confort de l'intérieur. Jusqu'à me rendre compte que l'intérieur brimait ma créativité et m'empêchait d'aller vers d'autres choses et de nourrir cette variété de pratiques. Ok. Donc ouais, effectivement, il y a cet aspect, je dirais, intellectuel dans Fighting Monkey qui peut être nourrissant. En tout cas, ça apporte beaucoup de nouvelles idées. Et cette recherche donc de zéro forme, c'est un peu les concepts à la Joseph, mais de revenir à une certaine neutralité Mmh. pour augmenter les possibilités et effectivement diminuer, comme on disait, l'aspect délétère de notre passif corporel et gestuel, quoi. Mmh. Si on peut résumer ça comme ça. Et aujourd'hui, j'arrive à un point où je me dis peut-être que ce qui est vraiment important, c'est pas la pratique telle que la pratique physique, mais ce sont les principes qui vont sous-tendre notre Mhm. pratique. Parce qu'avec une ouverture d'esprit, de la curiosité, le bon dosage, en vrai, je me dis peu importe la pratique que l'on fait, même des sports qui sont très normés, si on les fait selon ces principes-là, on a une pratique qui est diversifiée et on nourrit notre littératie de mouvement, tout en évitant de se blesser, enfin en tout cas de réduire le risque Oui. de blessure. Mais ce qui est important, c'est ces principes, parce que je me permets juste de revenir sur ce que je disais avant, quand je faisais du CrossFit, je réfléchissais pas, j'avais aucun principe de pratique. Je pratiquais juste pour pratiquer, mais j'avais aucune idée de ce que je faisais, surtout le Mhm. pourquoi je le faisais. Mais ça, justement, euh, pendant un moment, ça a été assez en vogue, cette opposition entre spécialistes et généralistes et qu'il y a une sorte de petite guerre de clochers. Mais c'est intéressant ce que tu dis dans le fait que finalement, la forme importe moins que la façon dont elle est pratiquée et qu'effectivement, aujourd'hui, peut-être que si tu retournais faire du crossfit ou du foot ou n'importe quelle pratique normée, enfin, j'ai beaucoup Mmh. aimé ça, cette idée-là, mais avec un autre regard, peut-être plus de conscience du corps et plus de conscience de ce qu'on cherche. Effectivement, les tissus répondent pas forcément de la même façon. Si tu donnes peut-être plus de sens, en fait, à ce que tu fais, l'aspect délétère peut être aussi amoindri, quoi. On n'est pas obligé de lâcher sa pratique. Là où je veux en venir, c'est ça on dit pas arrêtez tout, arrêtez le crossfit, arrêtez le foot, arrêtez ce que vous faites et faites comme nous. Mais peut-être que se poser des questions, finalement, c'est ça qui peut être déjà une première façon de se préserver, en fait. Mmh. Bah, Et tant physiquement que psychiquement, d'ailleurs. mmh peut-être même se demander, à ceux qui pratiquent beaucoup: «Est-ce que vous n'en faites pas trop?» Mmh. Et à partir de là, s'interroger: Qu'est-ce qu'en faire trop? Comment est-ce que je pourrais réduire? Si je réduis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que, c'est pas mieux? Est-ce que je peux pas aller vers d'autres pratiques? Et tu parlais de ces principes, justement, et est-ce que tu pourrais les lister ou en tout cas en évoquer quelques-uns? Ce serait quoi maintenant si... Bah, j'étais en train de justement réfléchir à produire un manifeste pour, lié à la pratique physique, sans parler de mouvement, avec ces principes-là. Et donc c'est pas du tout fini. Et je pense que ce qui me viendrait vraiment, tout de suite,
en tête serait d'avoir une diversité de pratiques, d'être toujours curieux, parce que c'est vraiment agréable d'assouvir sa curiosité. Si on a cet esprit de j'ai envie de faire, allez, je vais encore en parler, du jiu-jitsu brésilien. Je vais assouvir ma curiosité et c'est trop bien, pas pour le jiu-jitsu, mais parce que je nourris ma curiosité, donc de nourrir sa curiosité et je pense que ça marche bien par paquet de 3. Le dernier, ce serait, je pense de vraiment tourner les sens vers l'intérieur pour écouter son corps. Il y a trop de fois, en tout cas moi je me souviens, où je me suis pas écouté et j'allais par habitude faire une activité physique et on ressort parfois, il se passe rien, on se dit: «Ah c'est trop bien, je me sens héroïque d'avoir fait ça». Mais à d'autres moments, on peut simplement se préserver et juste ça. Donc ce serait, ouais, s'écouter, apprendre à s'écouter, se tourner vers l'intérieur et faire un check. OK. Donc diversité, curiosité et écoute. Pour le moment, ouais. C'est bien déjà. C'est bien. Après, on pourra rajouter d'autres sous-pratiques, la pratique en extérieur, les différents aspects de la pratique, comme avoir une pratique pour soi, une pratique avec les autres, une pratique où on interagit avec l'environnement et une pratique interne. Je pense qu'on peut le décliner avec plein de principes. Mais comme je te disais en début de discussion, je suis vraiment actuellement dans une période d'introspection pour accoucher de quelque chose qui aujourd'hui à 42 ans me ressemble et aussi à 42 ans j'ai mon expérience de travailleur sédentaire puis après de prof de mouvement. Donc qu'est-ce qui m'a fait du bien et sortir un peu du chemin qui a été tracé par Ido, Marcello et même les Fighting Monkeys et apporter ma sensibilité parce que j'arrive à 42 ans. Je me sens bien dans mon corps et je reste curieux de plein de choses. Je te parlais du grappling, mais on s'est revus dans une session de danse et j'adore aller danser. C'est trop bon, même si on danse n'importe comment, mais ça fait trop du bien. Il y a ce truc d'exubérance qui pulse à l'intérieur, qu'on éjecte. Oh, c'est trop agréable. Donc là, t'en as déjà un peu parlé, mais c'est un moment un peu charnière, un carrefour. Et t'as extrait des choses des enseignements que t'as reçus. Et à quoi ça ressemblerait un peu la suite? Donc, il y a ce que t'as évoqué dans le manifeste, mais Il y a ce que j'ai évoqué dans le manifeste. Je pense que un point important que j'aimerais aussi pour lequel je vais réfléchir pour aller un peu plus loin, c'est la pratique sans ambition. Sortir du résultat. Donc là, je m'entraîne pour un aérox, pas pour faire un résultat en particulier, mais pour partager un moment et voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'aérox? Un aérox, je pense que j'ai juste dit oui sans vraiment trop savoir, mais c'est un mélange de course à pied et d'épreuves physiques, fitness. Alors, je crois que c'est 1 kilomètre de course suivi d'une épreuve. Ça peut être des wall balls, du rameur, marcher en tenant des poids dans les mains, des burpees. Et c'est tout ce que je peux dire. Le reste, je me souviens plus. Mais bref, c'est des épreuves physiques intercalées avec de la course à pied pendant sur 8 fois. Je crois qu'il y a 8 fois et un truc qu'on fait un peu plus d'une heure. Et donc ouais, j'ai repris ça. Qu'est-ce que je disais? La recherche sans ambition, mais tu vas, tu le fais pour l'expérience. Je cherche pas à performer, je cherche simplement à me faire du bien. Et quand je vais m'entraîner, je me mets plus dans le rouge. Un peu, j'ai la respiration qui s'accélère, je dois respirer par la bouche, mais je cherche pas du tout à être performant. Je cherche simplement à me dire, OK, là, ça va. Quand je vais tourner au JJB, lorsque je fais du sparring, je cherche pas à tout prix à soumettre. Et d'ailleurs, je me suis même donné une règle de conduite, c'est que je ne soumets pas les ceintures qui sont inférieures. Bon, parfois ça dérape et je mets quand même une soumission, mais c'est plutôt de contrôler, de créer du mouvement et d'ouvrir des opportunités pour moi, mais aussi pour mon partenaire qui pratique avec moi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que justement l'intérêt de ça, c'est que toi tu parles de choses, donc de crossfit, de mouvement et de jiu-jitsu brésilien. C'est un peu, ça va de soi dans notre vocabulaire, mais pas forcément pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire soumettre? Soumettre, c'est terminer le combat par une clé de bras, de jambes, de cou ou un étranglement. Ok, donc tu vas verrouiller les articulations et la personne, mais tu vas pas casser l'articulation, donc la personne elle tape. On met dans une position où si on poursuit, on étrangle, donc la personne s'évanouit ou on casse une articulation. Mais on va pas jusque là, quoi. Non, on va pas. Et donc la personne, elle se soumet en tapant et voilà. Ok. Et donc le combat continue.
Enfin, Continuer après la soumission, tu veux dire? ouais, voilà. Oui, Dans oui. un entraînement, oui. Dans une compétition, ça arrêterait le Ça combat. s'arrête et là, Mais là, en sparring, ça continue. ok. Et donc toi, donc t'es de ceinture violette, mais donc avant il y a Ceinture blanche et bleue. blanche et bleue. Ok. Ouais. Et donc toi, tu t'es dit que tu ferais plus taper les ceintures blanches et les ceintures bleues la plupart du De temps. temps en temps, ça m'arrive, Hmm. mais sinon, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de créer des opportunités pour moi d'apprendre. Donc, effectivement, je me mets parfois en position de soumission sur eux, mais je les relâche. Donc, je vais pas jusqu'à la clé. Ils sentent que le bras est verrouillé et je passe à autre chose. Hmm. Et eux, ça leur donne des opportunités aussi, pourquoi pas de travailler leur sortie sortie. de soumission. Et voilà. Ok. Parce qu'il y a aussi quand même une tradition un peu malsaine, c'est de traumatiser les ceintures blanches quand on est ceinture plus élevée, de se servir de ça pour un peu comme chair à canon et de. C'est ce que je fais, mais je les soumets pas. Oui, oui, Y a pas non, de mais, soumission. Mais oui, mais en dehors effectivement, ouais. de cette approche qui me paraît un peu plus saine, sinon souvent les ceintures blanches, elles se font un petit peu maltraiter par les ceintures un petit peu plus élevées. Non, mais exactement. Et même on va sur les réseaux et on voit les commentaires, enfin les posts de JJB. Ah, j'ai soumis X 5 fois. Il est fier de l'avoir Oui. soumis. Ou les mots qu'ils utilisent, c'est je lui ai arraché la tête. Alors moi, ça me heurte. C'est pas du tout ça que l'on fait. Moi, je le vois vraiment comme un jeu. J'ai pas l'ambition, tu vois, justement de finir. Ce que je veux, c'est jouer. Mais voilà, mais de finir, alors, parce que j'ai un ami qui s'appelle Jamel Breed, qui peut-être viendra dans la tête aux pieds, donc qui lui est grand pratiquant de grappling et qui a pas mal évolué aussi dans sa vie et dans sa pratique. Et maintenant, il parle de finalisation plutôt que de soumission. Il trouve que c'est un terme moins chargé, disons. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, et de jouer. Et moi, je trouve que, en tout cas, le grappling, quand j'ai rencontré ça, je venais beaucoup du pied-point où j'ai pris beaucoup de coups et c'est quand même assez dur. Même si j'ai pas fait de compétition, j'ai quand même beaucoup de traumatismes et tout. Et donc, justement, ce qui était chouette, c'était qu'on pouvait combattre sans dureté, sans bloquer, qu'on pouvait rouler. C'était aussi un terme qu'on utilisait. En fait, que le combat, il peut durer des heures sans trop se fatiguer, sans se faire mal. Et donc, de remettre de la dureté et du blocage et de la souffrance, entre guillemets, là-dedans, je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un des avantages du grappling par rapport aux percussions que, bon, même si c'est ton copain et que tu fais attention, au bout du 50e coup de poing que tu prends dans la tête, c'est un peu fatigant, quoi. Alors que, bon, bah, voilà, effectivement, il y a une possibilité de travailler très souple où tu montres que oui, le poignet est pris, le coude, le genou, que sais-je. Et puis, hop, ça continue, quoi. Il n'y a pas besoin forcément de mettre trop de dureté. Donc, tu vas vers cette recherche plutôt de dialogue presque, en fait, avec l'autre. Ouais. Et c'est aussi une pratique que j'ai importée dans mes cours. On fait une espèce de fight flow. Ok. Donc je leur montre les règles de déplacement et je leur parle pas du tout des soumissions. Il y a des règles des règles pour jouer. Par exemple, le partenaire qui est au-dessus doit entrer en contact avec la poitrine de son partenaire, poitrine contre poitrine, et ils doivent essayer de trouver des solutions pour y aller. Donc ça joue au grappling sans les codes du grappling. Et c'est vraiment en fait, ils jouent comme des enfants. De la même manière que mes enfants jouent, je les vois jouer en train de se tirer les mains pour venir se coller au partenaire. Et on travaille intelligence du corps, la force, la mobilité, la réaction, la stratégie. Et c'est vraiment des pratiques qui sont belles. Peut-être qu'il faut simplement extraire le côté un peu martial, ou parfois ils aiment bien dire je pars à la guerre, juste pour je pars jouer, je vais jouer. Ok, donc pas d'arrachage de tête et pas de soumission, quoi. Non, et là je pourrais te montrer une vidéo parce qu'on m'a filmé en train de faire un combat et le mec qui est au-dessus, il sourit pas. Et moi qui suis en dessous, je suis en train de sourire. Oui, alors que t'es à ton désavantage. Ouais, non, il y a pas vraiment de. Ok. Mais je vois, je suis vraiment en train de sourire, je rigole, alors que lui, on a l'impression qu'il met un coup de poing pour me monter dessus. D'accord. C'est la guerre. Et c'était flagrant. Ouais. Je te montrerai après. Mais c'est bien, donc on revient peut-être à cette notion de pratiquer sans ambition que je trouve intéressante et qui prend le contre-pied de pas mal d'attitudes qu'on voit où, en contraire, c'est l'engagement total et pas que dans les arts martiaux, mais peut-être que lui, il pratiquait justement avec pas mal d'ambition parce qu'il avait. Attends, disclaimer, en fait, on pratique sans ambition parce qu'on est des amateurs, c'est pas notre métier. On veut juste vieillir jeune, durer longtemps et avoir plein de possibilités avec notre corps le plus longtemps possible. Après, pour un professionnel, c'est pas du tout ce que je recommande. Oui, alors peut-être qu'il y a une nuance, mais qu'en tout cas, là, lui non plus, il n'était pas professionnel, par exemple. Enfin, dans le combat qui vous opposait, il n'y avait pas d'enjeu, mais qu'il y a des enjeux qu'on peut se créer soi-même et donc amener beaucoup de tension. Et semblerait-il, alors moi, je suis pas
du tout dans le monde du sport professionnel, mais Joseph Rouchek, justement, de Fighting Monkey, il en parle de ça, du fait de garder quand même de la légèreté dans la pratique et dans l'attitude mentale, et que les gens qu'il a rencontrés qui performaient au plus haut niveau avaient une attitude assez relâchée. Par exemple, il parlait une lanceuse de javelot qui s'entraînait et que dans son entraînement, elle allait faire 5 lancers et pas plus. Mais par contre, à chaque fois, elle était concentrée sur la qualité, la sensation, tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui pouvait apparaître comme négligeable. Et pourtant, elle était détentrice du record du monde de je sais pas quoi. Et justement, elle avait atteint un tel niveau qu'elle pouvait se concentrer sur beaucoup plus la qualité que la quantité. Mais en tout cas, effectivement, pour nous qui sommes donc amateurs et qui avons d'autres ambitions, d'autres aspirations en tout cas, de relâcher toute cette tension autour de la pratique, et encore plus peut-être de la pratique de combat quand même, qui est pas neutre, ça peut amener beaucoup plus Ou de la réussite, même un amateur qui dit je veux faire un marathon en, je sais pas les temps en tête, mais 3h20, est-ce que ça te paraît Je suis pas spécialiste du marathon. Je pense que 3h20, c'est pas mal quand même. Ok, déjà. donc un père de famille qui a des enfants, un taf et qui veut se lancer en 3h20, donc j'imagine que c'est pas mal. Le volume d'entraînement qu'il doit générer pour ça, le temps qu'il doit dédier à la course à pied avec les risques de blessure, je me dis, en tout cas, j'aimerais qu'on se relâche un peu avec ce genre de pression. Je fais un marathon à la cool. Oui. Juste pour le faire. Et déjà, de finir le marathon, c'est pas mal. Enfin, moi, je pense que j'en serais bien incapable. Mais oui. Mais et ça, c'est intéressant. Et est-ce que ce discours, il trouve vraiment un écho, parce que ça va un peu à l'inverse des idées reçues. Au contraire, on valorise, peut-être on survalorise la performance et le dépassement de soi. Ouais, mais je m'interrogeais d'où pouvaient venir ces messages-là, et je me demande si c'est pas lié au marketing. Avant, il y avait Nike Just Do It. Et là, Adidas a changé son comment on appelle ça, son slogan pour que je l'ai plus, mais pour que ce soit plus à la cool, presque sans ambition. Donc il y a peut-être une tendance. Alors j'imagine qu'avant ça venait de ça, et même No Pain No Gain. Oui, ça. Mais voilà, il y avait tout ce bruit marketing autour de l'activité physique qui nous poussait à l'achat de montres connectées. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une montre connectée si ce n'est pour performer? Parce que si on court à la cool, en fait, on n'en a pas besoin. On sent juste, ok, aujourd'hui mon cœur bat bien, je respire bien, j'ai pas besoin d'une montre combien ça coûte, mais d'une montre. D'acheter du matériel. Oui. Pareil, qu'est-ce qui va justifier l'achat de chaussures à semelles avec telle caractéristique? Rien. Donc il faut qu'il y ait un message derrière pour pousser les gens. Enfin, c'est ce que je me dis. Oui, probablement que c'est dans cet esprit-là, et d'une façon générale, peut-être que l'aspect un peu extractif de notre façon de vivre, où tout doit générer un résultat quantifiable, mesurable, et on doit produire quelque chose, quoi. Donc même dans la pratique physique, ça devient un outil de production d'une valeur, alors que justement on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus désintéressé et paradoxalement de beaucoup plus riche. Enfin, je pense d'un contact beaucoup plus direct que de tordre le corps. Encore, ouais, c'est vrai, comme tu dis, au travail, on le fait, faut être performant, faut être un bon père, faut être un bon mari, il faut être un bon pratiquant de son activité physique. Donc, il fixe des barèmes, il faut courir le marathon en, je sais pas, dans un certain temps, il faut soulever telle charge, 200 kilos au squat. Se lever à telle heure, faire tant d'argent. Et au final, c'était juste en burn-out, quoi. Oui, parce que je pense qu'effectivement, même s'il y a des choses qui sont mesurables dans le corps, enfin, on peut tester plein de choses, il y a quelque chose qui dépasse toutes ces mesures. Enfin, le vivant, ça dépasse la mesure quelque part. La mesure peut donner une idée du vivant, mais peut pas le capturer complètement aussi. Enfin, c'est mon avis. Moi, je suis pas très scientifique, mais tous ces aspects-là, ça a très vite eu moins d'intérêt pour moi, même quand j'ai fait du fitness ou de la prépa physique. Pourquoi j'ai aimé le pilates ou le yoga ou des disciplines somatiques, c'était justement parce qu'il y avait quelque chose d'inquantifiable, mais d'autrement plus intéressant que ça. Ou même la compétition, finalement, c'était pas l'orientation première de mon école d'arts martiaux.
Et c'était très bien. Enfin, gagner un match, gagner des coupes avec des points. Il me semblait déjà que c'était pas ça le propos. Que à l'époque, c'était un art martial plutôt guerrier, donc c'était vraiment pour la survie. Mais que nous, la façon dont on pratiquait, c'était plutôt pour la qualité de vie. Et moi, je voyais que ça me faisait du bien. Donc, c'est de revenir à ça, en fait, quelque chose de beaucoup plus organique, peut-être, Ouais, mais de connecté. plus, connecté. Il y a une question que je me posais beaucoup dans la pratique, et que je posais aussi à mes élèves, c'est si on devait tout oublier aujourd'hui de nos connaissances nos connaissances personnelles sur la physicalité, sur l'activité physique, qu'est-ce que tu ferais comme activité là tout de suite? Pour te sentir bien, qu'est-ce que tu irais faire? Je pense pas que tu irais sur un tapis de course dans une salle de sport. Je pense que tu irais pas forcément soulever des charges, mais qu'est-ce que tu ferais? Peut-être que tu irais simplement marcher Ouais. avec des baskets à 10 balles et Pieds nus. voilà, pieds nus avec écouter un podcast, ça peut te faire beaucoup plus de bien. Il y a peut-être d'autres choses, peut-être, je sais pas, soulever des pierres ou jeter une balle de tennis contre un mur pendant 1 heure et ça peut plus t'amuser qu'aller dans un cours aérobic. Ouais. Ou danser, peut-être, je pense. Ouais, La danse, danser. il y a quelque chose de... Moi, je suis pas non plus danseur, mais c'est une recherche qui me paraît intéressante et vraiment fondamentale dans... Peut-être que les enfants aussi, tu parlais du fait qu'ils se chamaillaient spontanément, mais peut-être qu'ils dansent aussi spontanément sans technique, et que c'est l'activité assez fondamentale qui peut après euh, avoir des dimensions plus symboliques ou plus artistiques, mais il y a quelque chose de spontané. Les animaux aussi dansent, vraiment d'essentiel, quoi. Donc ouais, se déplacer, soulever, bouger des choses, combattre, danser. Ouais, mais vraiment prendre le temps de se poser cette question-là. Par exemple, on peut même la poser aux personnes qui vont écouter Voilà. le podcast, mettre sur pause, prendre 5 minutes de leur temps pour se demander, OK, aujourd'hui, je sais pas du tout ce qui existe comme activité physique. Je veux me créer quelque chose qui me fasse du bien. Qu'est-ce que je fais? Peu importe où vous êtes, dans un bureau, dans un camion ou je ne sais rien, mais trouver quelque chose. Peut-être simplement bouger la tête, s'ouvrir, se mettre un peu au sol, bouger ses jambes, je sais pas, mais peut-être commencer par là, faire cette amnésie forcée de notre activité physique, enlever sa Garmin et se dire: «OK, qu'est-ce que je fais là?» Pour commencer, et ça peut être le début d'une pratique somatique, une pratique qui nous fait vraiment du bien, une pratique connectée. On disait tout à l'heure, je disais tourner les sens vers l'intérieur, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Moi, je ne savais pas faire. C'est pour ça que tous les matins, j'allais me buter à la salle. Je savais pas ce que je ressentais. J'avais des douleurs, mais c'était normal. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que les autres aussi, ils avaient mal. Et Ouais, puis on se plaignait pas. Et puis on ouais. était dans le même bateau. Je réfléchissais pas au pourquoi. Mais si j'avais réfléchi au pourquoi, j'aurais peut-être fait différemment du CrossFit. En tout cas, pas tous les jours. Et qu'est-ce qui t'a sensibilisé à ça, à tourner les sens vers l'intérieur, justement? Petit à petit, le travail avec Ido, déjà, j'ai eu ces douleurs après avoir beaucoup fait de CrossFit. J'avais 33 ans et j'avais mal un peu partout. C'était pas normal. J'avais des spasmes la nuit, donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Et petit à petit, en étant avec Ido, il parlait plus de sentir le corps, sentir le corps, sentir le corps. Alors, au début, ça paraît vraiment quelque chose d'obscur et de lointain, surtout si on n'a pas du tout suivi de formation. Quelqu'un nous dit juste ces mots-là, sentir le corps. Et petit à petit, en m'intéressant, il nous a proposé quelques pratiques qui étaient inspirées de Feldenkrais, mais sans dire que c'était Feldenkrais. Et j'ai commencé effectivement à sentir que des choses bougeaient. Lorsqu'il a aussi, on a commencé à faire des recherches sur réaliser des mouvements sans effort. Donc, réaliser une pompe, essayer de la faire sans effort. Comment est-ce qu'on fait? Et donc là, tu es obligé vraiment de te concentrer sur la sensation que tu as lorsque tu génères le mouvement. Et là, ça a commencé. Je me suis dit: «OK, il y a un véritable trésor à l'intérieur si juste on s'écoute». Et petit à petit, de là, de sentir le corps, est venue toutes ces idées de: «OK, si on fait une amnésie forcée, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me sentir bien?» Mais ça, pour moi, ça va être un travail extrêmement compliqué de me dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien?» Parce qu'en n'ayant pas mes références, ma littératie de mouvement, j'ai pas trouvé grand-chose à part bouger de manière exubérante. C'est pour ça que lorsqu'on s'est vu à la danse, c'était trop bien et personne ne te jugeait. Tu pouvais courir, jeter les bras en l'air, te rouler au sol, sans qu'il y ait d'esthétique en particulier, mais c'était jouissif comme expérience. Donc ça peut être quelque chose pour nous sentir bien. Autre chose que j'aime bien, c'est simplement aller marcher en forêt. C'est pas fitness, ça va pas me faire avoir un six-pack ni des performances à mettre sur Strava, mais c'est trop agréable. Surtout quand on peut le faire pieds nus, ça change. Je passe vraiment de bonnes journées et c'est fun.
Et il y avait un moment, parce que tu parlais du pourquoi et du fait que tu étais content d'aller à la salle quand même et de retrouver des gens. Euh, Peut-être une dimension de lien social. Enfin, tu avais une soupape pour évacuer le stress de tes journées chargées. Mais peut-être aussi, c'était une façon de créer du lien, l'entraînement. Oui, toujours. Toujours, bah, même là, au Jiu-Jitsu, Ouais. je le crée. Au sein de ma communauté, il y a cet aspect pratique avec d'autres personnes. Donc là, on est vraiment en train de pratiquer une tâche à deux. Ma pratique dépend de mon partenaire. Et aussi, on se retrouve ensemble et on discute, on fait des choses. Oui, donc oui, je pense que c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Mais au-delà du travail avec partenaire, est-ce que tu as d'autres façons, toi, d'installer, justement, de créer un maillage de communauté, que ce soit pas juste des gens qui viennent à un cours et puis qu'après ils repartent est-ce que Maintenant, tu... c'est une communauté. On se voit en dehors des cours, on prend des Ok. cafés, on fait des pique-niques, on fait des expériences. On est allé plusieurs fois visiter les catacombes, par exemple, de nuit. Il y a quelques années, je les emmenais presque tous les samedis faire des sessions de grappling avec mon prof. Donc, ils assistaient à un cours de grappling qui n'était pas donné par moi. Moi aussi, je me retrouvais élève. Ok. Donc, ouais, on crée vraiment un esprit de communauté. On a joué au ping-pong. On faisait pas mal d'activités ensemble. Donc ça, c'est important, je pense que, et peut-être que c'est ce qui motive les gens sans forcément qu'ils se rendent compte, d'aller à une pratique donnée et de se retrouver avec d'autres gens, de partager, de créer du lien dans une société où le lien, c'est pas, on n'a plus forcément de moments où on se réunit comme ça, surtout avec des gens en dehors de notre cercle, et que cet aspect social, il est peut-être aussi important, voire plus important que les bénéfices individuels induits par le gain physique, la masse musculaire, le cardio, tout ça, quoi. Mais Enfin, j'en suis persuadé. Pour moi, l'autre fait partie de d'une pratique de mouvement. On s'enrichit avec l'autre et c'est nécessaire. Mais on a besoin aussi de ces moments seuls, mais on a besoin de l'autre. Non, je trouve ça vraiment important, les communautés. J'ai pas mal de temps là, je suis allé essayer des salles de sport à Paris et j'ai été étonné de l'absence de communauté. Pourtant, c'était des salles énormes, des salles de fitness. oui. J'avais juste envie d'essayer, de voir ce qui se faisait un peu. Et les personnes, elles se disaient bonjour dans les vestiaires. Mais ça, du coup, c'est un peu dommage et justement, on en parlait la dernière fois avec Yael Pankos au Mmh. sujet de M le sommet, où en fait, dans le Pilates et dans le yoga aussi, enfin moi je connais moins les salles de fitness maintenant, ça fait longtemps que j'y travaille plus, mais alors que c'est des disciplines qui sont plus en conscience en apparence, il y a aussi, ça devient très individualiste et ça peut être un des travers de ces disciplines qui permettent de s'écouter, d'avoir conscience de soi, qu'en fait on se coupe de l'autre, quoi. Donc de trouver, déjà je pense, de sortir de son tapis, et ça c'est l'intérêt de pratiques de mouvement Mmh. plus ouverte, plus généraliste, disons. C'est que parfois on est dehors, on travaille avec quelqu'un d'autre, on n'est pas délimité par un rectangle de plastique où c'est que notre petite bulle. Donc ça, c'est vraiment important pour la santé des individus et des groupes, mais ouais, aussi d'être en contact avec l'autre, d'être en opposition avec l'autre, en coopération avec l'autre. Tout ça, ça crée des choses qui sont, à mon avis, très essentielles et transférables dans la vie de tous les Mmh. jours, où en fait, on va pas être que dans des bulles de sérénité et de bien-être où personne va venir nous déranger. Au contraire, on va être en contact avec l'autre, qui va offrir des défis et des opportunités Ouais, différentes. Donc, c'est une petite anecdote, ça m'avait surpris en cours. C'est pas arrivé qu'une fois qu'une personne soit gênée par avoir une interaction physique avec une autre élève mmh. pendant une session de cours. Alors c'est juste se taper dans les mains, Oui, avoir à se tirer le c'est pas bras. du grappling ou Non, même pas. voilà. Ouais. On partage nos sueurs. Non, c'était Mmh. juste des jeux à faire à deux. Et les personnes disaient en fait, je me rends compte que dans mon quotidien, je ne touche personne. Et même faire des jeux de stratégie sans avoir d'opposition physique, mais des jeux où on se jette la balle, ils avaient pas l'habitude. Mmh. Et ça m'avait vraiment surpris. Je me suis dit: «OK, il y a un véritable bénéfice à proposer beaucoup de pratiques de groupe, 2, 3, 4 et c'est un des piliers de notre enseignement d'ailleurs. Voilà, un manque de lien et un manque de contact physique, alors qu'effectivement, il y a d'autres endroits, d'autres cultures où le fait de se toucher, c'est évident, quoi. Ouais, c'est Même normal. entre Mmh. des gens qui se connaissent pas.
le contact physique, c'est beaucoup moins chargé. Ici, c'est forcément une prise de risque ou une agression, ou ce qui peut se comprendre dans certains contextes, mais c'est dommage parce que ça nous coupe de quelque chose de vraiment, Non, mais comme tu vraiment disais, essentiel, peut-être quoi. on vit dans nos bulles, on enchaîne le travail, puis après une activité physique, puis après on rentre chez nous et rebelote, les transports, le travail, sans avoir fait de véritables interactions, sans avoir de véritables échanges. Et ça va faire bizarre le jour où tu dois commencer à prendre quelqu'un par le visage et le manipuler de Mmh. la tête pour faire bouger sa colonne. Ça fait bizarre, ou que quelqu'un te touche, ça va te faire Oui, trop bizarre. Tu surtout le visage, ouais. Ouais, pour le visage, hein. Alors moi, je demande l'accord, ça te dérange? Les gens disent Mmh. non, mais après ils disent oui, c'est vrai Oui, que ça fait bizarre, hein, j'ai pas l'habitude d'être touché comme ça. Alors qu'au grappling, les mecs ils mettent la main oui. là, ils veulent t'étrangler. C'est un autre Tu leur rapport. sueur qui te coule dans les yeux, dans la bouche. Mais ça, pour le coup, enfin moi, ça me dérange pas, mais effectivement, c'est beaucoup plus confrontant, c'est plus difficile de demander un peu à tout public de faire ça, alors que main contre main Oui, ou oui, faire du peut-être les clapping. mains sur le visage, si tout le monde est d'accord, bien entendu, c'est un peu plus acceptable et accessible, je trouve, Mmh. que effectivement de se faire étrangler par un mec qui vous transpire dans la gueule. Hem, pour finir, tu parlais du fait que ta pédagogie évoluait et que tu étais influencé par une approche écologique. Je veux pas écorcher le nom de ce qui t'inspire. Est-ce que tu peux nous en Déjà, dire c'est plus? l'approche écologique, c'est basé sur CLA, c'est Constraint Led Approach. Ok. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était que ça passait énormément par le jeu. Donc, c'est pas l'apprentissage de technique par un processus hem, scientifiquement établi. On commence par Hmm. mettre la main dans cette position-là, puis le genou, puis. C'est créer des situations qui vont faire que la technique émerge de la recherche opérée par l'élève. Donc, je t'avais donné un exemple, je peux le redonner pour donner un contexte. Pour apprendre la roue, on va pas prendre 2 élèves, on va prendre 2 objets, parce que si on met un coup de pied dans le visage, ça va pas le faire, mais on prend 2, ce qu'on peut prendre 2 sticks en polystyrène. On met l'un en face de l'autre avec un espace suffisant pour laisser passer, séparé de la distance de mes épaules, et on essaie de passer entre ces sticks-là en En étant faisant la sur roue. les mains. Ok. Sans même dire sans faire la roue. Ah, Donc, d'accord. faut vraiment que les règles, elles soient vraiment, on enlève même les mots techniques. Donc, on a D'accord. ces 2 colonnes en polystyrène qui sont posées l'une en face de l'autre, séparées de la largeur de mes épaules, et il faut que tu traverses, que tu passes à travers la porte en étant uniquement Sur sur les les mains. mains. Ok. Et donc là, petit à petit, les gens vont essayer de faire la roue. Et après, on peut rajouter de la complexité en disant, bah, quel est le départ, au lieu de le faire de côté, tu vas le faire de face. Voilà, ça va peut-être impliquer, si les personnes y arrivent, à faire un déplacement de la main pendant que tu fais la roue. Même chose, mais de l'arrière, donc tu peux te lancer sur le macaco. Voilà, on crée des situations qui vont faire que les techniques émergent. Ok. Et ça, c'est un courant qui commence à faire parler de lui de plus en plus, notamment dans le milieu du jiu-jitsu et des arts martiaux. On veut plus apprendre des techniques après faire des drills sans opposition, mais c'est vraiment créer des situations où on est dans un jeu 100%. Donc quelqu'un qui te Hmm. tient le bras, donc tu crées la configuration qui va générer une situation qui va être réelle. Et ça se distingue de l'approche un peu classique qui consisterait à répéter le même protocole, comme tu disais, étape 1, 2, 3, Eh ben, 4. ouais, et tu sais, ça fait vraiment écho avec quelque chose que j'ai eu avec Joseph Rouchek, où je sais pas si tu te souviens, lorsqu'il faisait l'analogie entre le rat de laboratoire et le rat de la ville. Voilà. Où le rat de laboratoire, c'est le rat à qui on apprend une technique en passant par le step A, B, C, D, et qui a une courbe d'apprentissage qui va être exponentielle. Et le rat des villes qui observe de loin et à qui on n'apprend absolument rien et qui essaye. Donc sa courbe d'apprentissage, elle est pas très bonne. Mais le jour où il comprend, Hmm. il réussit, et c'est la même vitesse que le rat des villes. Sauf que lui, il a appris à apprendre. Alors que le rat de laboratoire, il a toujours besoin de quelqu'un pour lui montrer. Ça me faisait penser un peu à ça. Ben moi, parce que effectivement, donc il parle énormément de ça, et je pense qu'on pourrait synthétiser, puisqu'il aime bien faire de la compression de données, son enseignement avec ça. C'est que c'est comme si pour un puzzle, si on te donne toutes les pièces, bah t'arrives à assembler le puzzle avec les pièces. Mais par contre, si on te donne euh,
un jeu, enfin des pièces de puzzle avec des pièces manquantes, et ben toi t'apprends à fabriquer les pièces qu'il te faut. Et après, une fois que tu sais fabriquer des pièces, tu peux fabriquer n'importe quelle pièce en fonction des puzzles que t'as, et quelle que soit la difficulté ou la tâche à accomplir, t'es capable de t'adapter. Alors que si t'as toujours suivi les protocoles, effectivement, il y a un moment où c'est embuté, quoi. Donc il parle de steepness of the learning curve. Je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais de la vitesse d'apprentissage. Effectivement, que si c'est très guidé au début, tu progresses vite, mais après tu stagnes. Alors que si tu tâtonnes, si tu galères pendant un moment, après tu as une adaptabilité qui te permet de progresser et de t'adapter beaucoup plus vite. vite. Tu as les réponses toi-même et tu dépends plus de quelqu'un pour te montrer. Et je trouvais ça intéressant. Et ça inverse effectivement les modèles traditionnels d'apprentissage que j'ai bien connu, où avec le maître qui détient le savoir. t'es dépendant complètement du. Après, on reste du là maître. pour guider, mais c'est juste l'approche qui change. Et je trouve que c'est beaucoup plus dans le jeu qu'avoir à apprendre une technique, parce que pour l'avoir expérimenté pour moi-même, lorsque on apprend une technique, on essaie de reproduire ce que l'on voit, mais peut-être que la forme réalisée par le maître n'est pas celle que je peux réaliser, parce que j'ai des bras plus longs, je suis beaucoup plus lourd, j'ai moins de mobilité, donc comment est-ce que je fais? Je dois trouver mes propres solutions. Alors en créant des scénarios pour réussir une tâche donnée, dont on enlève tout mot technique, etc. Je pense que ça fait, en tout cas pour moi, je trouvais ça beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de réfléchir. Main droite, main gauche. Et beaucoup plus épanouissant aussi. Tu as utilisé le terme de guider. Et je pense que c'est ça, en fait. Tu peux guider, tu peux faciliter, tu es garant de la sécurité. Effectivement, tu vas donner des pistes s'il y a besoin. Tu vas fixer les règles du jeu qui va permettre de progresser. Mais qu'effectivement, si c'est reproduire, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de qualité physique. Et mon premier maître, c'était un virtuose. Et quand il bougeait, il disait faut faire comme ça. Il faisait un coup de pied incroyable au corps à corps. Il pouvait te mettre un coup de pied dans la tête comme il voulait, quoi. Et nous, on n'était pas capable de faire comme lui, et il comprenait pas comment on n'y arrivait pas, alors qu'il nous avait montré. Donc il disait mais je vous ai montré là. Mais tu vois là. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, je fais le grand écart. C'est pas compliqué. Et en fait, si, en fait, c'était inaccessible. Et donc, nous, on se blessait parce qu'on pensait qu'il fallait faire comme ça. Donc, on n'avait pas d'autres modèles. Il y avait pas tout ça. On se blessait. Et même au-delà de je pense que ce qui était plus dommageable encore que physiquement, c'était moralement, parce que malgré toutes les heures que je passe à m'entraîner, j'y arrive toujours pas, et même limite c'est de pire en pire. Enfin, ça se dégrade. Donc cette approche, du jeu sans objectif aussi, ça peut aider à déculpabiliser et se dire ok, si c'est pas aujourd'hui, ce sera en 4 ans, tout va bien. Ouais, mais ça non plus, c'était pas trop là. Mais ouais, donc sans ambition, sans objectif, le jeu, et de voir en fait que l'idée c'est pas de reproduire quelque chose, mais d'extraire un peu des aptitudes qui vont me servir pas forcément que dans ma discipline. Enfin, c'est une inversion complète des modèles, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Est-ce que tu voudrais conclure en donnant une recommandation de livre, de pratique, de recette, avec quoi les auditeurs et les spectateurs pourraient repartir Alors, en termes de littérature, je pourrais leur recommander pour cet été Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui est vraiment génial. Ok. Le rythme est très prenant. J'ai du mal à croire que ça a été écrit il y a 2 siècles. Je regarderai. Les personnages sont aussi. On peut apprendre beaucoup des personnages et de la ténacité du Gascon pour devenir un mousquetaire, qui est vraiment bien. Et je crois que j'ai dû le lire. Je l'ai lu 3 fois quand j'étais à la fac, et là je l'ai relu récemment 2 fois. Enfin bref, un bouquin génial. Je peux pas faire de bouquin de développement personnel. Je trouve que généralement dans la littérature, si on prête attention, il y a suffisamment de personnages différents pour se dire ok, ça a des caractéristiques et je vois un peu comment ils manœuvrent. On peut se retrouver dans Milady, qu'elle a. Bref, voilà. Et pour cet été, j'aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent, vraiment d'essayer des nouvelles choses. Ce que vous avez voulu faire, faites-le, mais sans l'ambition de réussir tout de suite. Juste allez-y pour assouvir une curiosité.
Vous voulez prendre un cours de jiu-jitsu, il faut aller à la M4. Ou un movement practice Paris. Non, mais vraiment, essayez ce que vous avez toujours voulu, ce que vous avez toujours voulu essayer. Un cours de bachata, allez-y. C'est sûr, vous allez être ridicule la première fois. En tout cas, vous allez vous sentir ridicule. Oui. Vous, non, mais vous allez vous sentir ridicule. Mais il faut y aller, en fait. Faites-le et cette sensation de c'était pas si désagréable en fait. Et si vous voulez, y retourner ou essayer autre chose. Et vraiment profiter de l'été. En plus, il y a moins de monde dans les clubs de sport, donc on a beaucoup plus d'espace. D'aller essayer quelque chose que vous avez toujours voulu essayer. Même un cours de mouvement, pourquoi pas, un cours de pratique somatique, peu importe en fait. Allez essayer de faire quelque chose. Et peut-être que ce qui peut aider, c'est d'inviter votre partenaire ou un proche à venir avec vous pour faire à deux, parce que la pratique, elle se fait à deux. Enfin, ou à plusieurs, en tout cas, c'est toujours plus agréable. Donc voilà. Et après, une idée de recette, j'en ai pas. Parce que... Ok. Mais déjà, Curiosité et les Trois Mousquetaires. Tu l'as jamais lu? Mais non. Franchement, il est trop bien. Je trouve que le rythme, c'est comme regarder un film. D'accord. Bah écoute, tu as piqué ma curiosité, donc je vais aller faire mes courses de lecture pour cet été. Merci beaucoup, Alain. Merci, Adrien. Et puis, à bientôt. On se recroisera, je pense. Très certainement, ouais. Et bravo pour ta démarche et merci pour ce que tu fais parce que tu introduis à la fois des pratiques et des idées nouvelles et qui sont utiles et nécessaires pour la société. En tout cas, merci de donner une possibilité d'échanger, en tout cas de les proposer. Et j'espère que ça fera écho à certaines personnes. Parce que je trouve qu'on est vraiment, j'ai l'impression qu'on est vraiment en déficit d'idées nouvelles sur la physicalité. En tout cas, ce qu'on nous propose, c'est toujours avec la même chose. C'est un objectif: courir plus vite, soulever plus lourd, plus de six-pack, plus de protéines, plus de calories dépensées, plus. Et jamais se sentir réellement bien, un peu moins. Fais pas de sport. Ouais, ou même ne fais pas de sport aujourd'hui. Ne fais pas d'activité physique, va marcher. Donc voilà. Less is more. Less is more. Et ouais. Et puis franchement, se forcer à oublier tout ce que l'on croit pour essayer de se connecter et sentir et y aller. Voilà, super. Message d'espoir. On a besoin d'espoir en ce moment. Merci, Alain. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, si vous voulez soutenir La Tête aux Pieds, vous pouvez mettre une super note là où vous l'avez écouté, en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux et faire un don sur Patreon. Merci encore et à la semaine prochaine.